Monsieur le vice-président du Conseil régional et notre conseiller général, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller général aussi, Monsieur le vice-président de la communauté de communes, et puis Monseigneur Rivière, avec Lautin, je vous remercie tous d'être là. Je remercie aussi les représentants de la direction régionale de l'action culturelle de Bourgogne, M. Tinzel, la Fondation du patrimoine, je crois qu'ils sont là, le CEP, Pierre Curie, et les 6 musiciens. Mesdames et messieurs les maires, Père Leboul, curé de la paroisse, mesdames et messieurs les représentants des différents services administratifs, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que c'est un moment rare dans la vie d'un élu que l'inauguration de la restauration d'une église. Aussi, je puis vous assurer que c'est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Au conseil municipal, nous envisagions la restauration de l'église à partir de 2003. Malheureusement, notre voisine, la Loire, avec ses flux de 2002 et 2003, et elle nous a obligé la réflexion de la route de Bourgy-Massigny à retarder nos projets. Dès 2007, nous avons remis l'ouvrage sur le métier, sur les conseils de M. Vinzel de la tâche. Nous avons fait l'étude de travaux. M. Vinzel nous avait dit vous aurez la subvention en 2012, et puis un bonjour, téléphone, et bien finalement 6 millions pour notre argent. Donc tout de suite, on a demandé à M. Frédéric Thivier un document de consultation des entreprises. Et donc nous avons lancé le marché d'appel d'offres dès l'attribution de la subvention. Et nous voilà enfin réunis aujourd'hui, 6 ans après. Cette église romane du XIe siècle, sous le bocage de Saint-Pons, est devenue église paroissiale après la destruction de l'église Saint-Nicolas qui devait se situer au lieu-dit La Roche. Elle a traversé les siècles sans modification majeure, à part la toiture du clocher en ardoise et la réfection du plafond. Dans le chœur, une statue en bois représente Saint-Pons, en habit d'évêque. Saint-Pons, soldat romain converti au christianisme, il est martyrisé et tué à Simiel. Alors Simiel, vous direz, c'est où? Simiel, c'est une colline de Nice, en 257. De l'autre côté du chœur, un tableau de la crucifixion de Jésus, non signé, qui date de 1644. Notre église est classée monument historique depuis le 22 octobre 1913. Elle fait partie du circuit des églises romanes grâce à l'activité du Centre d'études du patrimoine. Elle est également classée 100e site unisien depuis 2009. Ouverte au public toute l'année, elle reçoit la visite de nombreux touristes, français et étrangers. Elle participe également aux Journées du patrimoine. Au-delà de la croyance de chacun, je suis très fier, en tant que maire, avec le soutien de toute mon équipe municipale, d'avoir contribué à cette restauration. C'est notre histoire qui se perpétue, notre patrimoine qu'il convient de préserver. Nos églises sont bien sûr d'abord des lieux de culte, ce sont aussi des lieux de vie pour tous les habitants de nos communes. La rénovation de cette église, c'est l'affaire de tous, et j'ajouterai, au bénéfice de tous. Et puis, on ne sait jamais, si l'intérêt que nous avons porté à la rénovation de cette église pouvait nous apporter quelques indulgences d'en haut, comme nous montre la venue, le plus tard possible. Personnellement, je pense qu'en avoir bien besoin. À vous de jouer, mon père, pour que cette église, fermée depuis plus d'une année,
je vis à nouveau désormais. Je vous remercie. Donc je passe la parole au Père de Dieu. Voilà, bonjour à tous, je suis heureux à mon tour de vous adresser ces quelques mots en présence de notre évêque du Seigneur qui nous fait l'honneur d'être là. C'est une joie immense d'être réunis ce matin dans cette église, propriétaires, affectataires, autorités civiles, autorités religieuses, citoyens, paroissiens, habitants de Logis, venant d'ailleurs. Nous avons une pensée pour ceux qui ne peuvent être là, et pour cause de santé, et on pense à Miguel Tachemeur, en secrétaire de la France, qui a quelques envies de santé, qui est hospitalisé, qui regarde bien et qui pense bien à nous, et puis d'autres. Pour ceux aussi dont le souvenir nous est présent, et pensons même de M. Bernard, plutôt, bien sûr. Nous vivons un grand moment, comme le disait M. le maire, historique, où l'émotion est palpable. Alors accueillons, je dirais, le meilleur de cette journée à travers l'inauguration officielle de cette église et tout ce qu'elle propose. Une inauguration bien arrosée d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à tous ceux qui ont mené à bien ce projet de restauration, en particulier à vous, monsieur le maire, à mon prédécesseur. Il s'agissait de restaurer une des plus anciennes églises du Brionnais, comme vous l'avez dit, c'est 100e site tunisien. Il s'inscrit dans les actions du Pays d'Arc et l'histoire du charbonnier brionnais. Le défi était de taille. L'intérieur de l'église s'était dégradé au fil des ans et nécessitait d'importants travaux. Et le projet consistait donc à réhabiliter l'intérieur de l'église pour garantir la sécurité aussi du public, mettre en valeur le patrimoine architectural de notre village. On peut dire que le résultat est à la hauteur de l'investissement et jusqu'à la veille de cette inauguration, vous n'avez pas aménagé votre peine les uns les autres pour la rendre belle telle que nous la découvrons aujourd'hui. Et dit donc certains purent se mettre à genoux. Pour cela, n'est-il pas normal d'adopter pareille attitude dans un tel lieu? Un grand merci et bravo. Cette belle église de Logis fait partie de la paroisse Saint-Hugues-en-Brionnais qui compte 26 clochers avec 3 corps, Marcigny, Saint-Christophe et Guérande. Ce trésor caché en bord de Loire ne l'est plus. Il s'offre à notre admiration et de beaucoup. En ces temps de crise où l'homme n'a jamais eu tant besoin de raisons de vivre et de repères pour avancer, puis cette église ouverte à tous et par le culte qui lui sera rendu, car telle est sa vocation première, être mieux élevé, et contribue à sa manière à donner ses raisons d'espérer pour un monde plus juste et fraternel. Alors quelques mots, mais déjà M. le maire a de danser sur, et c'est normal, sur le saint patron de l'église. Cette église, bien sûr, a un nom, c'est l'église Saint-Pont. Saint-Pont, le saint patron, c'est important pour les chrétiens qui sont rattachés à telle église, d'abord un saint patron, Saint-Valentin pour les amoureux, Saint-Nicolas pour les enfants, Saint-Joseph pour les travailleurs, etc. Saint-Pont donc pour les chrétiens de Logis. Un saint patron en valeur d'exemple, on se recommande, on se confie, cela nous parle. Saint-Pont était un homme courageux, je crois que nous en avons bien besoin. Saint-Ponce, Ponce Pontius, martyr de Siguet, 257. Il était né à Rome dans une famille païenne, fils de sénateur. Il se convertit à la foi chrétienne, distribua ses biens aux pauvres et se consacra donc à la prédication en vie. Il a évangélisé la vallée de l'Ubaye dans les Alpes de Provence. Mais notre évêque nous en dira davantage, lui qui était si près de cette région. Lorsque la persécution éclata, il s'enfuit en Provence, assigné près de Nice. Donc dans le département des Alpes de Provence, il y a la commune de Saint-Pont qui porte son nom, ainsi que Saint-Pont de Tomien dans l'Hérault, d'autres localités, donc assignées bien sûr,
une autre dans le Gard, qui est un tout petit village, dont je me permets de faire fermer en parenthèse, c'est le village natal de ma mère, où j'étais baptisé, d'ailleurs Saint-Pont-Baccarat, près de Lille. Et naturellement, Bourgogne sur les Noirs de Bourgogne. Il est inscrit au papier de l'Ange romain. Saint-Pont est fêté le 14 mai. 14 mai, il fait 4 jours. C'est donc au plus près de sa fête, et sans trop le vouloir, finalement, le chercher. C'est au plus près de la fête patronale de Bourgogne que nous vivons cette belle journée de l'inauguration sur l'église et que nous aurons la joie tout à l'heure de célébrer la messe en son honneur et de demander son aide et sa protection. Merci à tous de tout cœur. Merci. Bon, mais je vais encore vous embêter 5 minutes. Avant de vous dire 2 mots sur la réalisation des travaux et leur financement, je voudrais vous présenter les excuses de plusieurs personnes absentes pour différentes raisons aujourd'hui. Monsieur Triolet, sous-préfet de Charolles, Jean-Marc Nem, maire de Paray-Monial, président du pays Charolais-Lyonnais, Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, mais représenté par Pierre Reynaud, Messieurs Vincent Tassel et Jean-Marc Pommier, maire, les conseillers municipaux ainsi que plusieurs habitants de la commune, qui sont aussi excusés, Madame Émile Guignot, députée de la circonscription, nous rejoindra en cours de cérémonie. La remise en valeur a débuté de l'église en mars 2012 pour se terminer en fin d'année et la pose des statuts, on a fini il y a 8 jours à peu près. La mairie de Bourgie a assuré la maîtrise d'ouvrage. Monsieur Frédéric Didier, la maîtrise d'œuvre des travaux assistée de monsieur Pierre Reynaud, choix que nous n'avons pas eu à regretter, car ils ont dirigé avec beaucoup de professionnalisme, toujours soucieux du respect de la préservation de l'ouvrage et de son authenticité. Bravo. Il est vrai que leur tâche a été facilitée par la qualité des entreprises retenues pour cette rénovation. Ce n'était pas un chantier ordinaire, dans un lieu ordinaire. Et nous avons eu souvent le sentiment d'avoir affaire à des artistes. Oui, je pèse mes mots, des artistes. Merci aux entreprises. La société L'évêque du Clos de Saint-Hilaire, j'ai vu qu'il était là, monsieur L'évêque du Clos. Donc c'est qu'il est. Il veut se lever. Voilà, ça va. Qui a fait la maçonnerie et tout le dallage. Alors vous lui direz que les dates ne sont pas bien taillées, mais c'était refusé par les monuments historiques à tailler les dates. L'entreprise d'État Cadron de Tournu pour les travaux de menuiserie, qui s'excuse aujourd'hui de ne pas être là. La SNL Planète, j'ai vu quelqu'un, voilà. Vous connaissez tous de Massy, pour l'électricité et la sodo. Isabelle Marconnet de Saint-Martin-du-Lac. Isabelle, c'est le se lever. Voilà. Vous voyez, on n'a pas été chercher loin, les assistes. De Saint-Martin-du-Lac et ses collègues pour la plâtrerie et tous les travaux de rénovation de peinture, partie la plus importante du chantier, bien sûr. L'entreprise Pommier de Nancy pour les travaux de toiture, et Sylvie Aubin, enfant Bourgie, je vois qu'elle n'est pas là, mais les parents sont là, ils sont en train. Elle n'est pas là, Sylvie. Pour la restauration des statues et du tableau. Un grand coup de chapeau à toutes ces entreprises pour cette rénovation réussie. Alors maintenant, la confidence. À ce jour, le montant de cette rénovation s'élève à 223 726 € hors taxe. Le financement est assuré à 53% par des dons et subventions, dont 40% de subventions accordées par la Direction régionale de l'action culturelle de Bourgogne, soit 89 480
Merci, M. Mandel. La réserve parlementaire, grâce à Jean-Paul Émorine, sénateur civil. La Fondation du patrimoine, 2800. La collecte des dons à cette fondation, 20 285 € à ce jour, et ça continue, pour 70 donateurs en tant que personnes physiques, morales et associations. Je tiens donc à remercier tous les généreux donateurs. Alors, une mention particulière à toutes les entreprises qui nous ont soutenus, les établissements Divan, de La Chapelle, ERDF, les techniques de Bourgogne, c'est M. Lamotte, l'entreprise Pommier et les établissements Boué. Le reste du financement, soit 47%, est assuré par la commune, par un prêt de 100 000 € sur 15 ans auprès du Crédit Agricole, et le reste en fonds propres pour 5 151. Voilà pour le financement. Un seul regret, c'est le refus de la demande de subvention de 20% environ qu'on avait déposé auprès des fonds européens, le FEADER. On a eu trop tard, il n'y a eu plus de sous. Alors je vous signale que les dons effectués pour l'Église en 2013 sont toujours déductibles des impôts et la souscription est toujours ouverte auprès de la Fondation du patrimoine. Donc il ne faut pas vous gêner. Enfin, un grand merci aux bénévoles pour le nettoyage avant l'inauguration, au comité des fêtes pour l'attente mise à disposition, à Madame et M. Gaultier pour toute la préparation de cette cérémonie. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier tous de votre présence ici en ce jour si important pour nous, habitants Bourgie. Et je vous remercie de votre attention. Architecte qui a suivi les travaux. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les travaux de restauration et de mise en valeur intérieure de l'église de Bourgie, comme monsieur le maire l'a rappelé, ont été réalisés courant 2012 et ont été placés sous la direction de Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, que je représente ce matin. Ils ont été confiés à 4 lots principaux que M. le maire a cités tout à l'heure et qui ont œuvré sur à la fois les peintures murales, la menuiserie, la maçonnerie de pierre de taille, l'électricité. Tous ces ouvrages, je pourrais les décrire en détail, mais ça n'apporterait pas grand-chose, ce serait très fastidieux, parce que ce sont de petites opérations matérielles qui, une à une, sont très modestes. Mais ce qui est frappant de constater, ce qui est réjouissant même de constater aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces petites actions matérielles produit un résultat qui est immatériel, qui est retrouver l'harmonie, retrouver une dignité dans un édifice qui est ancien, qui date du XIIe siècle, qui est construit en bord de Loire. Et il a fallu cet ensemble de petites tâches réunies dans un projet pour y arriver. Ça, c'est une chose qui est assez incroyable, enfin, de passer du matériel à l'immatériel de cette façon. Et je pense que la façon dont le chantier s'est déroulé, la contribution de tous, a permis que l'harmonie soit retrouvée de cette manière, et c'est très sensible dans ce genre d'inauguration. Donc je remercie tous les artisans et tous ceux qui contribuent à ce projet. Merci. M. Nattel, c'est Labo, l'action culturelle de Bourgogne. Merci, monsieur le maire. Je précise, c'est la direction des arts et des affaires culturelles.
de Dames retrouve une seconde jeunesse, grâce effectivement aux efforts de tous. Pour remonter dans le temps, juste un tout petit peu plus loin que 2003, en 1995, si je ne dis pas de bêtises, le ministre de la Culture de l'époque, qui s'appelait Jacques Touron, toujours Jacques Touron, était venu rendre visite à M. Nem, le maire de Paris-Monial. Et à cette occasion, évidemment, beaucoup de maires étaient invités à le suivre dans son périple au travers de la ville, dans la basilique, évidemment, le prieuré. Et bien, votre prédécesseur était là. Et il avait réussi à tirer la manche du ministre en disant ah oui, évidemment, alors dans le Charolais-Brionnais, on parle de Paris-Monial, évidemment, des églises les plus connues, Montreux-les-Bois, celui en Brionnais, mais moi j'ai aussi l'église de Mogy. On vient de la restaurer pour ses extérieurs et tout reste à faire à l'intérieur. Voilà. Et le ministre avait dû s'en tirer par une brouette disant que ses services allaient s'en occuper. La preuve, 1995-2013, c'est un peu moins de 20 ans. Finalement, pour cet édifice qui remonte au XIIe siècle, c'est assez court. Vous avez insisté aussi sur effectivement le talent des artisans, des artistes qui ont travaillé ici. Je pense que le mot n'est pas trop fort, en tout cas pour ce qui concerne les peintures murales. Sauvegarder un monument va de pair avec la sauvegarde de ses métiers. Et, le talent du savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir, et effectivement avec la structure du CEB, etc., de faire en sorte que le touriste qui sillonne le Brionnais s'arrête à tout. Voilà, je vous remercie. Et je vous réconforte, le tourisme passe bien à Mogy. On est dans le circuit des églises romanes, et depuis qu'on a le 100e site tunisien, on a doublé les touristes. Bon, je m'en voulais toute ma vie si je ne donne pas la parole. Je donne 5 minutes à Pierre Nuit. Ça vous vient. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'avais fait l'effort de prendre quelques notes pour que les choses soient un peu claires dans mon esprit, mais j'ai perdu complètement mes notes. Si quelqu'un les retrouve, je vous serais bien, je vous saurais gré de les rendre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre invitation. Je regarde mon chrono pour que la messe ne démarre pas en retard. Mes souvenirs les plus anciens dans votre commune remontent à plus de 20 ans. C'est-à-dire c'était les débuts du CEB et de ce grand programme d'inventaire que nous avons lancé sur les églises romanes du Brionnais et du Charolais. La première équipe qui est venue faire les relevés architecturaux, c'était des étudiants de l'école d'architecture de Gdańsk, d'Antique, en Pologne du Nord. Donc c'était vraiment un travail de pionnier. Et je me rappelle que... Comment ? Vous avez demandé une échelle. Et je me rappelle qu'à cette époque, votre prédécesseur, Pierre Platschemer, on discutait déjà avec lui, puis je lui disais, oh, vous avez une église romane importante, ça serait bien de penser qu'elle mériterait, après les extérieurs, une rénovation de l'intérieur. Et puis le temps a passé, rien ne bougeait apparemment. Et puis un jour, tout d'un coup, tout s'est révélé. Il faut saluer bien sûr l'aide, le travail combien précieux du service des monuments historiques, ici présent, représenté par Pierre Bello et Régis Vintel. Tout s'est débloqué. Et dans une période de crise, on a cette église très belle et très accueillante que nous inaugurons avec vous, aujourd'hui. Voilà. Ça m'a fait penser un peu à La Fontaine, la fable du lion et du rat, et c'est très typique des choses peut-être qui se passent dans le Brionnais. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon. Alors je voudrais rappeler, vous l'avez déjà dit, que votre belle église romane fait partie du groupe des 10 qui structurent le circuit des églises romanes dans le Brionnais. En termes de fréquentation touristique, grâce à cette distribution de des clients que je fais depuis maintenant plus de 12 ans, on peut avoir une idée de la fréquentation touristique sur le circuit des églises romanes du Brionnais. Nous sommes toujours entre
malgré la crise, entre 60 000 et 100 000 visiteurs. Donc ça veut dire que c'est de loin et de très loin, et ceci n'est pas concurrentiel avec les autres aspects du patrimoine. Les églises romanes, c'est le patrimoine architectural qui attire le plus de visiteurs dans notre région. Si l'on reboucle le Brionnais et le Charolais, comme vous le savez, ce sont plus de 100 églises et chapelles entièrement ou partiellement romanes autour du pôle tunisien de Paray-Monial. Nous sommes entre 250 000 et 350 000 visiteurs par an sur cette micro-région. Très belle restauration qui a respecté l'existant. C'est-à-dire que, je pense, sans forcer les choses, que la restauratrice, Madame Marconnet, ici présente, a respecté, sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques, ce qui existait. Et vous avez fait, Madame, revivre ce qui existait avec un éclat extraordinaire qui nous permet de rappeler que durant la longue durée de l'histoire, les églises romanes étaient peintes, crépies, c'est-à-dire colorées. Contrairement à une idée qui s'est répandue dans le public au XIXe et surtout au XXe siècle, à force de décapage et de nettoyage, on avait beaucoup de pierres apparentes dans les églises romanes de France, et le public s'est imaginé que le pur art roman c'était la pierre apparente. C'est faux et archi-faux. Les églises étaient crépies ou peintes, et puis au fil des siècles, le goût a changé. Vous avez trouvé un décor XIXe tout à fait exceptionnel que vous avez restauré parfaitement, ce qui permet de lire l'histoire de ce bâtiment depuis sa fondation, depuis sa création au XIe siècle et sa finition au XIIe siècle. Voilà, ce résultat est très beau et me fait chaud au cœur. Je me dis que aussi dans cette période de bruit, de fureur, d'injustice, de violence, où le fort écrase un peu le faible, cette restauration d'un bâtiment de pierre appelle peut-être une autre restauration au moment de la messe qui va suivre, c'est-à-dire restaurer quelque chose de bon dans nos esprits et dans nos cœurs pour que le monde connaisse un peu de cette paix dont il a tant besoin. Merci. Je vais passer la parole à notre conseiller général, Jacques. Alors, à ces questions et à ces interrogations, il y a de multiples réponses qui justifient
Elles sont un patrimoine culturel, un patrimoine touristique, et bien évidemment, Pierre, que serait le Brionnais sans ces églises romanes, un territoire bien personnel, et qui prend aujourd'hui, bien évidemment, toute sa personnalité dans la présence de toutes ces églises. Elles restent aussi des lieux de partage, de la vie quotidienne, à travers les baptêmes, les mariages, les enterrements. Elles sont aussi des lieux des occasions de mobilisation. Parce que je constate que très souvent, au moment où on se pose la question de la restauration de ces églises, des associations se créent et se mobilisent pour animer le village autour de manifestations diverses qui permettent de contribuer à la restauration de cette église. Alors, pour nous élus qui avons dans la mairie la maison du peuple, je pense que ces églises restent des maisons des communautés, de la communauté, à la fois humaine, communale, religieuse, villageoise, de quartier aussi, communauté culturelle, bien évidemment. Alors, a-t-on raison, la municipalité de Vosgy a eu raison de restaurer cette église comme il a fait? La réponse est clairement oui. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les églises restent des édifices religieux, mais elles sont beaucoup plus que ça et il faut nous en réjouir. Je passe la parole à Jean-Paul Gaury, sénateur. Merci, monsieur le maire Jacques Marcel. Je vais dire monseigneur l'évêque, mon père, mesdames, messieurs les élus, monsieur le représentant de l'État, à travers la direction régionale des affaires culturelles, monsieur l'architecte représentant, l'architecte en chef des monuments historiques, Frédéric Didier. Je veux dire, mesdames, messieurs, je vais dire à cette élite combien j'ai le plaisir à me retrouver à Vosgy pour inaugurer ces travaux de restauration de cette église après Melun. M. Lucas s'était rappelé, j'ai entendu que M. Curie était en train de préparer toute une campagne pour m'élever une statue. Ne vous fatiguez pas à faire des dons, je ne mérite pas une statue. Il se trouve que je suis baptisé, monseigneur, que je me trouve bien dans cet espace d'église. Vous savez, je viens du Val-de-Saône, j'ai la chance d'habiter dans un triangle qui est entouré de 3 abbayes. Cluny, Tournus et La Ferté, que vous connaissez moins. Cluny qui est une abbaye bénédictine et La Ferté qui est une ville de Cîteaux. On trouve peu de vestiges, malheureusement. Et tout ça nous rappelle une histoire, parce que ce sont les moines de La Ferté qui ont défriché tout l'espace agricole cantonal du canton de Sensé. Et je me trouve aussi dans ce privilège d'être au pied de 2 églises romanes, Saint-Martin-de-Mer, Saint-Julien. Ce sont les églises romanes qui ne sont pas les plus visitées, mais qui sont les plus vues. Parce que sur l'autoroute, il passe en moyenne 55 000 véhicules jour, et sur la nationale, l'ancienne nationale, 12 000 véhicules jour. Vous imaginez les yeux qui peuvent être braqués sur ces églises romanes, puisque quand nous venons de Paris, ce sont les premières églises. L'église Saint-Martin-de-Mer, Saint-Julien sont les églises qui sont les plus. Alors, je ne vais pas vous parler du Val-de-Saône en permanence, mais simplement pour les origines. Il se trouve que mon père est né dans le Charolais-Brionnais et que ma mère est plutôt bressane, donc j'ai des racines partout sur du riz. Tous les élus ne peuvent pas forcément en dire autre. Mais il faut dire combien j'ai plaisir ici à Vosgy. Vous savez, les amis d'école, il y a beaucoup d'avantages, il y a très peu d'inconvénients, mais quand ils vous demandent 2 subventions de suite, j'ai des difficultés et leur répondent négativement. Il se trouve que j'ai pu apporter un petit concours financier à la réalisation de ces travaux. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Je ne fais que répartir une dotation des élus, qui est une dotation de l'État. Pour établir la vérité, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais il est vrai que les communes ont beaucoup à faire. On parle de l'intercommunalité, mais les communes ont à entretenir tout leur patrimoine. Et je vois bien qu'à Vosgy, monseigneur, ils ont privilégié la Loire, parce que dans le patrimoine, la Loire est plus ancienne que l'Église. Ils ont évité au moins que la Loire emporte l'Église. Donc ils ont fait dans un souci très chronologique. Et je me rappelle en 2003, puisque nous étions en responsabilité au Conseil général, le cher Marcel nous avait invité
réalité, un miroir de noir qui risquait d'emporter Bogie. Donc vous avez fait quelque chose avec beaucoup de chronologie. Et aujourd'hui, on inaugure la restauration de l'église. Je voulais remercier, bien sûr, la direction régionale des affaires culturelles, Pierre Renaud, ainsi que Frédéric Didier, pour tous les conseils qu'ils nous ont pu vous donner pour la restauration de l'église. Nous en parlions avec M. Dury. Il y a eu beaucoup de débats sur la restauration des églises romaines. Je crois qu'aujourd'hui, elles se font avec beaucoup de concertation et on peut se réjouir de la qualité des travaux. Alors, pour les habitants de Bogie, Marcel Lévy nous a expliqué le financement. Donc, quand on trouve des financements aujourd'hui à plus de 50% pour réaliser des travaux, même si l'Europe est absente pour l'instant, c'est quelque chose déjà d'important. Donc, moi, je voulais surtout vous redire combien moi j'ai plaisir à être ici aujourd'hui, remercier bien sûr la municipalité de son choix de restaurer cette église. Je crois que c'est un courant qui part depuis 20 ou 30 ans, où beaucoup de municipalités ont restauré leurs églises. On peut souhaiter que ce courant continue. C'est un patrimoine important à privilégier. Vous avez su le faire à Bogie et je vous en remercie. Merci Jean-Paul. Donc, pour conclure, je vais passer la parole à Monseigneur l'évêque. Chers amis, je me posais une question en écoutant ces interventions très riches et très instructives pour nous tous ce matin. La question est, pourquoi nous faisons tout cela? Le nous, ici, qui n'est pas simplement le nous de l'Église, mais le nous de la société humaine, ici, en France, aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Pourquoi nous faisons tout cela? Je n'ai pas la réponse immédiate. Ce dont je suis sûr, c'est qu'un peuple qui continue de s'inscrire dans une histoire et de ne pas mépriser la gratuité est un peuple qui a un avenir devant lui. On s'inscrit dans une histoire longue ici. Vous l'avez évoqué les uns les autres. Il se trouve que récemment, on m'a donné un manuscrit récent, pas un manuscrit du XIVe siècle, un texte qui va être publié par l'un d'entre vous, qui est peut-être ici d'ailleurs, qui est M. Jean Perche, qui est professeur d'histoire, Chauffagne, humanité, et il est à la retraite, et il vient d'écrire, ça va sortir dans quelques mois, un bel ouvrage sur l'histoire du christianisme, aux origines du christianisme en Bourgogne. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, en particulier, ce que je savais déjà un petit peu sur Cluny. Je pensais que le monachisme en Bourgogne était surtout né, et s'était développé avec Cluny. En fait, c'est beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt. Et toutes ces petites églises, alors celle-là, on m'a dit qu'elle était du XIIe siècle, ou 11e, je ne sais pas d'ailleurs l'histoire. Avant, il y avait peut-être une histoire déjà d'un lieu de culte avant, c'est tout à fait probable, possible. Mais dans notre région, on doit beaucoup aux martyrs, au courage, disons, de beaucoup de chrétiens et chrétiennes au 5e, 6e, 7e siècle, le fait que la foi d'abord ne s'est pas perdue, et aussi on doit aux moines qui se sont établis pour une part d'ailleurs sur les lieux des martyrs, comme si déjà nos prédécesseurs, il y a très longtemps, sentaient que dans des périodes difficiles, et Dieu sait si la période des barbares était difficile, il fallait aller chercher du réel. Et le réel, ce sont des hommes et des femmes qui savent pour qui, pourquoi et dans quel but ils vivent. Les martyrs, en tout cas pendant longtemps dans l'Église, et je crois encore aujourd'hui de bien des manières, sont un peu des lumières. Il ne faut pas les mettre trop vite dans les niches. On a entendu parler tout à l'heure d'ailleurs que quelqu'un voulait faire une niche ou une plaque pour monsieur le sénateur maire, et je vais vous raconter une petite histoire, pour vous dire qu'il me semble que monsieur le sénateur espère beaucoup plus pour sa vie future qu'une plaque en marbre dans une église. D'ailleurs, monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure un tout petit peu une question qui nous travaille tous. Vous disiez pourquoi faisons-nous tout cela? Mais au fond, est-ce que notre vie
communautaire, social, personnel, a un sens, et si oui, dans quelle direction ça va? Nos contemporains aujourd'hui attendent de tous, pas seulement des évêques, des chrétiens, que nous soyons des hommes et des femmes qui ayons une perspective. Et si possible, pas n'importe laquelle, pas simplement une perspective d'idées. Il faut avoir des idées. Il faut aussi savoir ce qui est vrai, réel et ce qui ne l'est pas. Et donc, nos prédécesseurs ont ancré leur espérance, leur capacité à vivre ensemble sur une mémoire. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que nous ne voulons pas perdre la mémoire, la vraie mémoire. Je crois qu'ici, franchement, si l'Église était restée comme vous dites qu'elle était avant, c'était dommage pour une grande mémoire de la Bourgogne, une grande mémoire du monachisme, une grande mémoire paroissiale, une grande mémoire des saints et des saintes. Et, l'un de vous l'a souligné très judicieusement, des métiers. Je crois que c'est vous qui avez dit ça. C'est vrai. Alors, un des éléments de la réponse à la question pourquoi nous faisons tout cela, parce que nous croyons à l'avenir de l'humanité, qu'il y a des savoir-faire, il y a des artisans, il y a des techniques, et nous ne croyons pas simplement que c'est simplement des clics sur les ordinateurs pour augmenter les lignes d'un patrimoine au niveau financier. Nous croyons que le réel de la vie se transmet avec les mains, avec le savoir-faire, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il me semble que ce que nous faisons aujourd'hui, tous ensemble, prendre du temps, gratuitement, ensemble, pour marquer cette inauguration, pour dire notre joie, notre fierté. Je comprends tout à fait la vôtre, monsieur le maire. Moi, je dois dire humblement que je ne peux pas participer du tout, mais je suis très, très heureux, et c'est vraiment sincère. Et il faut le dire quelquefois aux journaux, c'est aussi qu'il peut y avoir des moments aussi dans la vie de notre pays qui sont pourtant des moments difficiles par des aspects de recherche d'unité nationale, de recherche de perspective, aussi de sortie d'une crise économique qui s'annonce difficile. Il est beau de souligner que de temps en temps, et c'est franchement profondément sincère, il y a une grande joie pour un évêque de se trouver avec des élus, avec des représentants de l'État, de la DRAC, l'architecture des bâtiments de France, la conservation, et vous tous qui êtes ici, c'est des moments rares et importants, et ils sont authentiquement bons pour nous. Je finis juste pour dire que la perspective, pourquoi nous faisons cela? Parce que nous croyons à ce qui est vraiment beau. Ce qui est beau et ce qui va durer dans la beauté. Et c'est vrai qu'un édifice comme celui-là, si on le laissait trop se dégrader, eh bien, il y a quelque chose de la beauté de notre histoire bourguignonne, de notre histoire aujourd'hui, qui se perd. Et nous sommes heureux, je suis personnellement très heureux aujourd'hui d'être parmi vous, de remercier du fond du cœur tous ceux qui ont œuvré, ceux et toutes celles qui ont œuvré pour cette restauration. De nouveau, c'est un bien qui appartient à tous. L'État n'a jamais conservé une société. Quand on dit l'État est propriétaire, c'est une manière de parler. Oui, peut-être juridiquement, encore c'est très compliqué, parce que ce n'est pas n'importe quelle propriété, puisque l'Église a plus de droits qu'un locataire. Mais peu importe. Nous sommes tous ici heureux d'appartenir à une histoire. Cette maison est la nôtre à tous. Elle est vraiment un lieu où on peut entrer et sortir librement dans le respect profond de la destinée de ceux qui l'ont construit il y a déjà 8 siècles pour en faire un édifice qui nous élève, un édifice aussi qui pourra, j'espère de plus en plus, régulièrement se traduire par des manifestations de beauté musicale, artistique et liturgique. Il est sûr que la liturgie, d'ailleurs pour ceux et celles qui tout à l'heure resteront ici pour la liturgie, c'est de nouveau un moment de gratuité. On ouvre un espace où la parole humaine, le silence, la musique, le chant, disent quelque chose qui n'est pas directement efficace. C'est tellement important. Est-ce que nous pourrions vivre si nous n'avions que des paroles? Je suis très heureux d'être ici, on a très peu parlé d'argent. On a fait un peu, il fallait le faire. Mais il y a quelquefois des inaugurations, on passe son temps à parler d'argent. Pas le plus important, mais c'est bien qu'il y en ait une. C'est formidable que notre État français continue de donner de l'argent pour notre patrimoine. Oui, mais nous sentons bien qu'il y a plus de tout cela. Alors pourquoi nous sommes ici? Eh bien parce que nous aimons la beauté et
que nous n'avons pas envie de perdre la mémoire de notre passé, de notre présent communautaire et de notre avenir. Merci. Merci, Monseigneur. Donc, l'inauguration officielle se termine. Maintenant, nous allons assister à la messe célébrée par Monseigneur. Je sais qu'il y a quelques personnalités qui doivent s'absenter tout de suite pour d'autres raisons, pour d'autres manifestations. Aussi, je les invite à passer à la salle des fêtes où le verre de l'amitié leur sera proposé avant de partir. Et puis pour les autres, eh bien, bonne nuit. Nous nous mettons debout. Cet homme qui a versé son sang tout près de la mer Méditerranée, à Nice, et qui a servi, qui a été l'exemple sur lequel se sont appuyés nos prédécesseurs ici, les chrétiens et chrétiennes du 6e, 7e siècle, je ne sais jamais exactement pour Saint Pons, 3e siècle. Pardon, il est encore plus ancien que je le croyais. Nous entrons dans la fête de Pentecôte ce soir, et dans notre diocèse, de nombreux adultes reçoivent cette nuit, en veillée ce soir à Autun, le sacrement de la confirmation. Et quand on lit leurs lettres, on est frappé de voir comment l'Esprit Saint travaille le cœur d'hommes et femmes qui ont tout un parcours quelquefois très éloigné de l'Église. Préparons-nous nous-mêmes à célébrer l'Eucharistie
reconnaissons que nous avons infiniment besoin d'espérance. Merci en tout cas de nouveau à vous tous et vous toutes de votre fidélité et puis de ce que vous faites ici, dans cette région de notre beau diocèse, pour être envers et contre tout des passeurs de fraternité, des artisans de réconciliation, des disciples de Jésus.